Bon, là, ça y est, la salle est divisée en deux. Il y a ceux qui se marrent, parce qu'ils sentent que le texte est un exercice de libération, et puis il y a ceux qui sont accablés en disant « mais ce type est fou ». Bon, vous devinez de quel côté je suis. Moi, je suis très ému, parce que je connais Louis Wolfson, on a échangé. Je sais par quoi il est passé, par quoi il passe encore. Un homme qui est capable de dire « je ne suis pas mad, mais malade », c'est vraiment pas rien du tout. Mais cette parenthèse à part, moi ce que je trouve fascinant dans ce texte, et là on est, j'espère, au cœur du sujet de l'exposition, en tout cas de ce que j'ai cru comprendre quand on m'a invité à venir ici, c'est qu'est-ce que c'est que la même chose, et qu'est-ce que c'est presque la même chose. Alors moi je vais me cantonner dans la question sur la traduction. Si on considère que l'ambition de la traduction c'est la même chose, et que c'est un exercice impossible, on est toujours presque la même chose, c'est-à-dire dans une déperdition, effectivement Wolfson est doublement fou. D'une part parce que par son système linguistique, il y aura toujours des perditions théoriques, on le sait, enfin voilà, en traduction littéraire, on ne peut pas, parce que la traduction d'un mot, c'est pas un mot, c'est aussi un arrière-plan culturel. Et en plus, il est doublement fou parce qu'il fait cet exercice-là alors qu'il a la langue de départ. Pourquoi il s'emmerde à le redire dans une autre langue alors qu'il ne va pas y arriver? Voilà. Donc, les partisans de cette opinion, effectivement, presque la même chose est un échec et cantonne Louis Wolfson au rang des pathétiques. Ma conviction profonde, et j'espère que la suite des textes maintenant qui vont arriver vont vous en convaincre, c'est que ce que fait Wolfson est en fait une œuvre d'écriture. Qui est spectaculaire parce qu'il est de fait malade, il me dit lui-même, qui est spectaculaire aussi, on a oublié de vous préciser, c'est un concours de mode de lycéens. Et c'est eux qui ont fait apparemment l'événement, donc ça peut monter un peu haut. J'ai presque perdu le film, je vais le retrouver. Oui, je disais que c'était une œuvre d'écrivain qui était brouillée dans la perception par la nature du parcours de l'homme. Mais finalement, je pense que ce que fait Louis Wolfson en quittant cette langue maternelle qu'il déteste à cause de sa mère pour écrire en français n'est pas un cas de psychiatrie, mais peut-être par exemple plus proche de ce qu'ont vécu certains écrivains de langue allemande après la guerre. Voilà. Et j'irai même plus loin, je pense que fondamentalement l'expérience qu'il fait de la langue en basculant de l'anglais vers le français, et l'expérience que fait tout écrivain véritable, et notamment tout poète, quand il doit Francis Ponge disait que le drame de l'écrivain, par rapport au peintre, par exemple, ou au sculpteur qui doit travailler sur un caillou, c'est que la peinture est vierge. Le caillou, il attend que le sculpteur, le poète, lui, il doit faire un tableau avec des couleurs qui ont déjà été mélangées, donc il faut nettoyer la langue, sans arrêt. Et ce travail-là de langue, que fait tout écrivain, en fait, toute grande œuvre de littérature, en tout cas c'est ma conviction, est aussi un manuel de langue, c'est-à-dire vous réapprend à lire une langue telle que la conçoit l'écrivain, est obligé de se libérer de la gangue de ce qu'on peut appeler la phraséologie, la doxa, la langue du commun. Et le génie de Wolfson, c'est d'avoir compris ça, peut-être de ne pas l'avoir compris, peut-être qu'effectivement au départ, son rejet de la langue était vraiment une pathologie qui faisait qu'il ne voulait plus entendre parler anglais. Par contre, en arrivant dans la langue française, il s'est aperçu subitement qu'il avait un terrain de liberté extraordinaire, qui lui permettait de dire des choses. Il faut savoir que sa mère c'était de la petite bourgeoisie en fait. Donc, moi j'en parle d'autant plus volontiers que je parle souvent de ma mère, hein, je vous préviens. J'ai une mère italienne qui parle beaucoup et qui regarde la télé 6 heures par jour, donc la moitié de son langage, c'est du psittacisme, c'est de la répétition de phrases qui sont dépourvues d'émotions, ces vraies émotions, elle les exprime autrement, par des gestes, enfin bon, peu importe, mais la langue, elle n'y arrive pas. Elle est prisonnière de sa langue. Et Louis Wolfson, en rejetant la langue anglaise, tout d'un coup, et je pense que ça s'est effectivement passé comme ça, il y a eu un rejet quasiment animal au départ, et il s'est aperçu que presque la même chose n'était plus du tout une déperdition, mais était une augmentation. C'est-à-dire que tout d'un coup, il arrivait à dire des choses qui étaient débarrassées de la merde langagière que sa mère véhiculait sans arrêt.
il y a des registres scatologiques, hein, d'ailleurs, Jean-Paul Boumer, parce que je suis un peu sous l'influence de mes souvenirs de lecture. Le caca obsède beaucoup Wolfson. Quand il écrit en français, il est ailleurs. Et le dernier texte qu'on va vous lire du Schizo et l'élan, qui objectivement est un texte qui est plus difficile pour moi que, je vous redirai le titre après, enfin ma mère musicienne, on va le résumer comme ça. C'est un texte qui est beaucoup plus difficile en fait parce qu'il est dans la souffrance, il est dans l'incertitude, il est dans la fragilité, il est dans la démonstration, il envoie son texte à Gallimard, il a des choses à prouver. Donc il y a des fois un côté ostentatoire où il en rajoute, qui peuvent être épuisants même pour le lecteur le plus attentif. Mais le passage qu'on va vous lire à présent, c'est un passage d'une lucidité terrible. Parce qu'en fait, il comprend qu'en ayant gagné sa liberté, il a gagné aussi sa solitude. Je laisse la parole. Malgré toutes les déclarations solennelles d'amour pour lui, malgré toutes les affirmations de bonne volonté, d'empressement de faire tout pour lui, lesquelles déclarations et affirmations lui ayant été faites, en effet enfoncées dans la tête par sa mère si fréquemment et de si loin qu'il put s'en souvenir, malgré ces énonciations réitératives à elle de tous ses sentiments et de telles étaient les seules raisons pour tous ses actes envers lui. Le schizophrène pense que la conduite récente de sa mère envers lui, et surtout la conduite verbale, fournit une forte preuve d'une indifférence fondamentale, sinon une vraie antipathie pour lui. En effet, le psychotique se réjouit quelquefois d'être venu à cette conclusion, d'avoir passé son temps à faire ses études des langues, lesquelles études y auront mené sans même qu'il eût préalablement pensé à une telle éventualité, et cela même s'il est irrémédiablement en train de devenir sourd, du moins partiellement, comme suite de son emploi excessif, presque constant et abusif. Et durant plus d'une année, les écouteurs de sa radio à transistor ont marché, et bien entendu, les ayant employés le plus souvent tous les deux à la fois. Quand sa mère lui fréquemment avertit que les écouteurs le feraient sourd et avant même qu'il ne s'en rendît compte, elle persistait à crier souvent, presque toujours en anglais, à des temps imprévisibles, parfois sans cesse, semblait-il, durant plus d'une heure, et sachant bien la réaction très probable de son fils schizophrénique, trop maigre et peut-être manquant fréquemment de la force, de l'énergie, ou du moins trop paresseux, de se tenir chaque oreille bouchée d'un doigt, à savoir de faire très haut, assourdissant le volume des petits écouteurs que, à cette époque, ils maintenaient, tous les deux, presque toujours enfoncés dans les orifices externes des organes auditifs. Le schizophrène se demandait souvent ce qui était réellement nécessaire pour qu'une personne, et en particulier sa mère, étudiât une langue étrangère. Après tout, beaucoup de gens, tous les jours, n'étudiaient-ils pas toutes sortes de langues? Ne fréquentaient-ils pas des écoles spéciales? Ne prenaient-ils pas même des leçons privées? Et beaucoup d'entre eux ayant moins d'une raison, sinon une nécessité, que sa mère. Mais possiblement le schizophrène devrait bien modifier certaines, du moins, de ses conclusions péjoratives au sujet de ses parents. Par exemple, depuis peu, sa mère le satisfait de plus en plus en ce qui concerne l'idiome qu'elle emploie, c'est-à-dire, elle lui parle de plus en plus en yiddish, et semble-t-il, elle se souvient de mieux en mieux du judéo-allemand, en quelque sorte sa langue maternelle, et cela même sans aucune nouvelle étude. Il paraissant donc que ces 8 premières années, vécues en Biélorussie et pendant lesquelles elle avait presque uniquement employé cet idiome, avaient eu plus d'impression sur elle qu'elle et que son fils schizophrénique ne l'aurait deviné. De même, le beau-père du schizophrène, celui-là étant un natif, même si on le fait, du cœur du Canada français, parle de plus en plus à celui-ci en français, ceci naturellement d'après le désir de ce dernier, durant les temps rares qu'il put descendre, du moins son beau-fils le suppose-t-il, à prendre la peine de lui dire quelque chose, lequel manque d'intérêt et d'effort, pourtant ne souciant guère le psychotique non disposé en tout cas au contact de ses semblables, au moins cela le ne souciant guère hormis, par exemple, quand ses attitudes semblent inspirer à son beau-père de mettre le volume du téléviseur à une intensité abasourdissante. Quant au père du psychotique, il était toujours plus disposé à céder à celui-ci en ce qui concernait la langue, ou plutôt
les langues employées dans leur conversation, et sans doute parce qu'il savait mieux que ses deux autres proches du psycho une langue autre que l'anglais, ayant parlé presque exclusivement le yiddish les 20 premières années de sa vie. Et il continue de faire cette concession en leurs relations verbales, lesquelles sont beaucoup maigres. Aussi, le schizo s'imagine deux fois à autre avoir découvert un facteur émotif, sans doute plus ou moins subconscient, car il ne le trouvait jamais mentionné dans un livre. Mais il n'a certainement pas beaucoup. Lequel facteur, entre autres, pousserait des gens à étudier la linguistique générale, et en particulier la grammaire comparée. Et ça serait d'après lui un désir peut-être vague, sinon subconscient et refoulé, de ne pas devoir sentir leur langue naturelle comme une entité, comme la sentent les autres. Mais par contre, de pouvoir la sentir bien différemment, comme quelque chose de plus, comme exotique, comme un mélange, un pot pourri de divers idiomes. D'ailleurs, le malade trouve encore une certaine satisfaction en évitant les médecins, chez qui, paraît-il, il devrait se rendre aussitôt. Mais qui, le lui semble-t-il, sont sans doute les voleurs, sinon les meurtriers. Comme le sont sans doute aussi les hommes politiques, et ceux-ci généralement lui apparaissant autant mauvais, autant la grandeur de leur pouvoir et la longueur du temps qu'ils en jouissent. Et n'est-ce pas tellement bête que des lieux et d'autres choses portent les noms mêmes du pire, ou célèbrent leurs anniversaires de naissance? Mais d'ailleurs, le schizophrène, très défiant et sensitif, craignait habituellement ne le vole, ne le trompe, soit que ce fût le chef d'industrie, soit le réparateur de radio et de téléviseur en point. Et enfin, pourquoi payer les médecins quand il ne pouvait lui-même en être un, n'ayant été reçu par aucune école médicale? Et après qu'il eut même reçu, l'année où il s'y présenta, la meilleure note dans toute la candidate, et probablement dans tout l'État, sur l'examen pour les bourses médicales d'État. Mais non, pas rarement les choses dans la vie vont ainsi. Un peu, du moins, ironiquement. Au reste, le psychotique croit avoir plus ou moins d'entente du développement de sa préoccupation avec les vers parasites. En effet, tout près du point où il devait changer d'autobus en allant à l'université et en retournant tous les jours de semaine, il y avait un certain service médical, à savoir de douche ascendante intestinale, peut-être plutôt d'irrigation du côlon, en quelque sorte des lavements donnés du nom de son. Et il ne pouvait s'empêcher de songer fréquemment, et disons-le, avec un certain plaisir anticipé, à y entrer, à se faire donner un tel traitement. Mais, au fond, il pensait ou voulait penser que cela serait une bien mauvaise action de sa part, et une des idées qui l'aidait à s'empêcher de s'y rendre était cette peur des vers parasites, au sujet desquels il venait d'étudier dans son cours universitaire de biologie générale. Il avait, en effet, déduit que cet endroit-là devait être beaucoup sale. Sans doute y avait-il des traces de fesses partout, et contenant très possiblement des œufs de certains vers parasites, sur les chaises, sur les tables, et spécialement sur les tables de traitement, même sur le bouton de la porte d'entrée. Et comment l'infirmière, évidemment, il s'imaginait que ce fût une femme, lui salirait les fesses. D'ailleurs, il sentait que cela serait tromper la jeune fille qu'il aimait sans presque jamais lui dire un mot et qui, semblait-il, pouvait parfaitement parler le français comme naturellement aussi leur langue maternelle et qui étudiait même la langue. Le schizo s'étant rendu compte de plus en plus qu'il ne pouvait guère en rien changer le monde, et en particulier non pas par ses folies, avait cherché à s'habituer à se faire et à faire le mieux du monde triste, impersonnel, macabre, etc., etc. Du reste, il semble, heureusement, qu'au fur et à mesure que le jeune homme aliéné poursuit ses jeux linguistiques basés sur des similitudes, à la fois dans le sens et dans le son, entre les mots anglais et les mots étrangers, sa langue maternelle, celle de son entourage, lui deviennent de plus en plus supportables. Et il y a même de l'espérance qu'après tout, mais ceci peut bien être seulement quand il serait, entre autres choses, vraiment devenu ennuyé de tels jeux, et il apparaît pour tout qu'il le deviendrait, le jeune homme malade mentalement
sera un jour capable, de nouveau, d'employer normalement cette langue, le fameux idiome anglais. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le furet Mulhousien.